Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres au sommaire de ce journal. La 8e édition de la CGECI Academy a pris fin ce jour. L'événement aura tenu toutes ses promesses. 5216 personnes y ont participé. Le président rwandais Paul Kagame, invité d'honneur, a reçu le prix spécial des patronats d'Afrique de l'Ouest. La clôture a été présidée par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Et le comité interministériel fait le bilan après les pluies diluviennes du week-end dernier. Des mesures arrêtées par le gouvernement pour l'assistance des personnes sinistrées ont été annoncées. La prudence de tous est notamment souhaitée au regard des prévisions de la météo. Et une enveloppe de 10 millions de francs CFA a été offerte à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville par les épouses des ambassadeurs en service en Côte d'Ivoire. C'est une somme pour soutenir le centre de santé dans la prise en charge des patients démunis. Bienvenue dans ce 23h. Le grand forum économique annuel du secteur privé, la CGECI Academy, édition 2019, a pris fin ce jour. Le bilan est plutôt satisfaisant à en croire les organisateurs. Au total, 5216 personnes ont pris part à ces assises qui ont été le lieu d'échange et de partage d'expériences, notamment avec le président rwandais Paul Kagame, invité d'honneur de la rencontre, qui a d'ailleurs signé avec le patronat ivoirien un protocole d'accord pour le suivi des acquis du forum. Le président rwandais Paul Kagame a aussi reçu le prix spécial des patronats d'Afrique de l'Ouest. La cérémonie de clôture ce mardi a été présidée par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Il a relevé dans son propos les exigences d'un développement durable pour la Côte d'Ivoire. Voici un extrait de son allocution. Même si tous les analystes s'accordent à reconnaître que notre pays recèle d'un potentiel de croissance parmi les plus importants au monde, nous devons admettre avec lucidité et humilité que le parcours est encore long. En effet, pour parvenir à notre ambition d'une prospérité accrue et partagée, à l'instar des pays qui ont réussi leur transformation, il nous faut maintenir une croissance soutenue de plus de 8% pendant au moins 2 décennies. Et pour cela, il nous reste encore de nombreux défis majeurs à relever. Il nous faudra en effet maintenir la paix et la sécurité, renforcer notre gouvernance et l'efficacité administrative, améliorer notre capital humain pour tirer tout le potentiel de notre dividende démographique et par-dessus tout, relever la compétitivité de notre économie afin de soutenir le secteur privé et générer une croissance inclusive et durable sur une longue durée. Et je vous le disais tantôt, le président rwandais Paul Kagame a participé en qualité d'invité spécial aux 2 jours qu'ont duré la CGECI Academy. Paul Kagame a regagné son pays, le Rwanda, ce mardi matin. Il a été raccompagné à l'aéroport par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, et des membres du gouvernement. Paul Kagame aura marqué son passage à la CGECI Academy 2019 par une opinion très prononcée sur le financement par les Africains de l'innovation et l'amélioration du climat des affaires en Afrique. Et Paul Kagame scandait hier la nécessité pour les jeunes d'être formés afin de tirer profit des nouvelles opportunités de la digitalisation du climat des affaires. Et c'est donc en toute légitimité que le président rwandais s'est entretenu avec les jeunes entrepreneurs à qui il a partagé les clés, selon lui, du succès entrepreneurial. Le compte-rendu des échanges par Mahama Traoré. Il faut croire en soi pour se lancer dans les affaires, selon le président rwandais Paul Kagame. Une fois cette étape franchie, un autre facteur s'impose à l'entrepreneur, la prise de risque. Et lorsque vous prenez des risques, vous n'êtes pas sûr que vous allez arriver à ce à quoi vous avez aspiré. Mais vous avez de grandes chances pour y arriver. Ce que vous soulignez aussi ici, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il faut faire quelque chose. Même si cela contient du risque, le fait de ne rien faire, contient des risques cachés en termes de conséquences. Dans un univers de plus en plus concurrentiel, que faire pour prospérer? Il faut miser sur l'innovation, répond Paul Kagame. Il faut penser de manière flexible, de manière ouverte et de penser de manière différente à ce que les gens sont habitués à faire. Et il faut pouvoir vous défier de manière technologique, de manière sociale, de manière économique. Il revient aux gouvernants de créer l'environnement propice à l'essor des start-up et le président rwandais de refermer cette série de questions-réponses
en lançant ce message aux entrepreneurs. Les entrepreneurs africains, vous savez déjà ce que vous devez faire. Faites-le maintenant. Ça nous a permis, nous entrepreneurs, de connaître un peu les réalités du terrain. On a vu que c'était un leader, la vision était très grande et surtout sa capacité de faire rêver et de croire en la jeunesse. Les 6 lauréats de l'édition 2019 de la CGEC Business Plan Competition sont connus. Le Grand Prix est revenu à Jacques Nguessan, promoteur de plusieurs projets innovants dans le secteur agricole. Et la CGECI Academy 2019, c'était aussi la problématique de la fiscalité. Le sujet a été longuement abordé à cette grande université du patronat ivoirien. Les entreprises ont plaidé pour une réduction des impôts. Cheikh Koné. Comment améliorer la performance fiscale d'une part pour les gouvernants et réduire la pression fiscale d'autre part chez les entrepreneurs, de sorte à trouver le juste milieu pour l'amélioration d'un système fiscal ivoirien équilibré et consensuel, marqué par une contribution plus accrue du secteur privé. Tel est tout l'enjeu de ce panel qui a réuni les acteurs du secteur public et privé. Pour les pouvoirs publics, l'équilibre fiscal peut être une réalité en Côte d'Ivoire à une seule condition. Si la fraude n'est pas combattue et qu'elle continue d'éroder le rendement fiscal, et il est bien entendu que les réformes tendant à alléger le poids de l'impôt vous font demeurer vaines. En Côte d'Ivoire, les recettes fiscales représentent environ 60% des ressources nationales. Malgré un taux de fiscalité sur les entreprises de moins de 17% du PIB, jugé anormalement bas par les autorités publiques, les entreprises se plaignent d'une pression fiscale. La fiscalité, c'est très handicapant, surtout que dans les pays africains, les start-up ne sont pas encore réellement prises en compte dans les différents textes pour rendre la tâche un peu plus facile dans leur développement. À toutes ces préoccupations, le ministre Moussa Sanogo a donné quelques explications. C'est avec cette fiscalité qui est quelquefois décriée que le niveau des investissements privés en Côte d'Ivoire est passé de 1 500 milliards en 2012 à 3 500 milliards aujourd'hui. Donc oui, c'est certainement pas les meilleures règles fiscales, mais quand même pour le moment ça nous permet de progresser. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'on aille plus loin, parce que les défis auxquels la Côte d'Ivoire va faire face sont nettement plus importants que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ces défis pour atteindre une performance fiscale dite équilibrée passent nécessairement par un processus de digitalisation intégré, un modèle réussi au Singapour. Pour Singapour, ce qu'on avait fait, c'est de traiter la dépense de l'entreprise et de voir ça, non simplement la charge fiscale, mais aussi la charge de la sécurité sociale. Donc, si on ne peut pas baisser tout de suite les charges fiscales qui sont liées aux impôts d'entreprise, on va alléger les charges sociales. Pour cette 8e édition de ce qu'on pourra appeler l'université d'été du patronat ivoirien, la problématique de la fiscalité a été longtemps évoquée lors des 16 panels de ces assises. Le secteur privé dans son ensemble plaide pour une réduction des impôts. La digitalisation pourrait en être une des pistes de solution. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué reçu de l'état-major général des armées. Le 16 octobre 2019, l'armée ivoirienne exécutera un exercice militaire dans la région de Yamoussoukro, entre l'aéroport et l'école des forces armées de Zambakro. Cette manœuvre dénommée Toucan 2019, qui verra la participation d'environ 300 soldats, est réalisée conformément au programme de préparation et d'entraînement des forces armées de Côte d'Ivoire, les FACI, et pendant son déroulement, des coups de feu et des explosions seront entendus et de même des véhicules et des engins blindés sillonneront les axes routiers avoisinants et des aéronefs seront engagés dans les airs. L'état-major des armées rassure les populations que cet entraînement ne perturbera pas leur activité et les invite par conséquent à vaquer tranquillement à leur occupation, et c'est signé par le général de division Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Une réunion interministérielle sur la problématique des inondations, c'est l'actualité en ce moment en Côte d'Ivoire. Des inondations dues aux pluies diluviennes dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Cette réunion s'est tenue au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. À cette rencontre, il a été fait le bilan de la situation, mais également les mesures arrêtées par le gouvernement pour l'assistance des personnes sinistrées ont été annoncées. De plus amples détails vous sont donnés par Abou Sanogo.
Cette rencontre du comité interministériel au ministère de la Sécurité et de la Protection sociale visait à faire le point de la situation après quelques jours de fortes pluies dans le district d'Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Le bilan qu'on peut faire à ce jour est d'une dizaine de morts, mais qui ne sont pas tous survenus au cours de ce week-end et qui ne sont pas tous directement liés aux intempéries que nous avons connues. Le gouvernement a pris des mesures. Il s'agit de l'assistance à apporter aux victimes, à tous les sinistrés, en ayant fait un point exhaustif, mais aussi de faire passer des messages d'alerte, de façon à ce que, au regard des prévisions météo qui nous annoncent que pour les jours à venir, les intempéries pourraient reprendre, que tout le monde observe des mesures de prudence et respecte les consignes d'alerte qui sont données. Il n'est pas exclu que très bientôt, qu'on puisse procéder à des opérations de déguerpissement parce que des campagnes de sensibilisation ont déjà été menées. Par ailleurs, il invite les populations à éviter des comportements que nous appelons des comportements à risque, jeter des déchets solides dans les voies de passage d'eau et éviter donc de se retrouver dans des endroits à risque, notamment libérer les sites où on pourrait être victime d'éboulements. Les différents ministres se sont donné rendez-vous pour une concertation plus poussée afin de prévenir les dégâts causés par les pluies à Abidjan et dans les villes de l'intérieur. Et après les fortes pluies, l'état des routes est inspecté par la Géroute. Plusieurs axes routiers de la commune de Cocody ont été vérifiés ce jour. Il s'agissait de vérifier l'impact des dernières pluies sur ces ouvrages récemment réhabilités, suivant le constat de notre reporter Jean-Luc Mangbo. 211 mm. C'est la quantité de pluie tombée le week-end dernier sur la commune de Cocody. Une importante précipitation qui a causé dans cette commune, comme dans bien d'autres à Abidjan, d'importants dégâts. Qu'en est-il des ouvrages routiers? C'est ce que cette équipe de la Géroute est venue constater. En prélude à chaque saison de pluie, la Géroute mène une opération d'entretien des ouvrages d'assainissement. Nous sommes venus sur ce site qui est l'accès à la cité Zinso d'Atoban. Cet accès a été entièrement réaménagé. Il s'agissait en fait de l'effondrement du remblai. Nous avons reconstitué le remblai et réhabilité la chaussée sur environ 300 mètres linéaires. Voilà, et tout est OK depuis pratiquement un an. Cette visite sur ce site n'est pas fortuite. Selon des publications sur les réseaux sociaux, ce pont, comme cet axe routier à la cité Soleil 1 à Angre 8e tranche, réhabilité en 2017, avait été totalement dégradé par les dernières pluies. Sur le terrain, le constat est tout autre. Cette image que nous voyons, c'est une image qui avait été laissée sur les réseaux sociaux. C'est une image qui concerne la voie d'accès à la cité Abri 2000 par la pharmacie 8e tranche. Donc c'est une voie qui avait été dégradée lors des saisons les plus précédentes, d'avant 2017. Nous notons que ce sont ces mêmes images qui reviennent à chaque saison de pluie. C'est un montage et depuis 2017, la voie a été réhabilitée et très praticable. Tout en dénonçant ces actes, le directeur voirie et réseaux divers de la Géroute a exhorté la population au civisme dans l'utilisation des ouvrages routiers. L'équipe a sillonné d'autres ouvrages récemment réalisés ou réhabilités à Cocody, tous encore intacts. D'autres visites seront également réalisées dans les autres communes du district d'Abidjan. Voilà, ce premier constat rassure. Sur ces voies en bon état circuleront les nouveaux engins de l'ONPC, l'Office national de la protection civile. C'est un don remis à l'Office national de la protection civile par l'Union européenne dans le cadre du projet de modernisation et d'extension de la protection civile en Côte d'Ivoire. Il s'agit précisément de 30 engins incendie qui contribueront à améliorer les conditions de travail des pompiers civils à Stoutouré. Après les 10 véhicules pick-up de transport logistique et 10 ambulances, l'Union européenne a encore remis 30 engins incendies aux responsables de l'Office national de la protection civile, ONPC.
Ces engins viendront renforcer les équipements des 10 centres de secours d'urgence afin de faciliter les interventions des soldats du feu dans différentes localités du pays. Ce geste de l'Union européenne à travers l'agence Expertise France s'inscrit dans le projet de modernisation et d'extension de la protection civile en Côte d'Ivoire. Coût du financement, 7 milliards de francs CFA. Ces pompiers, ils se sont battus en tant que militaires et là, ils se combattent pour sauver les vies d'autres personnes. C'est vraiment une fonction noble parce que vous êtes là pour intervenir en cas d'incendie, en cas de désastre et vous sauvez les vies des autres. Donc c'est quelque chose qui est une fonction extrêmement importante. Donc je suis ravi que vous êtes tous engagés. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a salué l'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Grâce à l'étroite et chaleureuse coopération entre les pays de l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, les centres de secours d'urgence de 10 villes, à savoir Aboasso, Tumodi, Bouna, Dimokro, Katiola, Bondoukou, Man, Sassandra, Mankono et Daloa seront équipés chacun d'un camion-citerne incendie et de 2 véhicules de première intervention. Ce sont au total 60 véhicules qui équipent progressivement les centres de secours d'urgence soutenus par le projet. D'autres équipements de secourisme, de matériel incendie et de télécommunications sont également prévus prochainement. Parlons de politique à présent. Il vous est certainement parvenu l'annonce d'un recensement pro-RHDP au ministère de la fonction publique. Cette information viendrait d'une intervention du secrétaire exécutif du PDCI RDA, Maurice Kakou Gikawe, une information diffusée sur un canal du Ziparti. Qu'en est-il réellement? Le ministère de la fonction publique apporte un éclairci reportage. Tu es PDCI, tu ne dois pas travailler. Actuellement, ils sont en train de faire le recensement des fonctionnaires qui ne sont pas RHDP pour les enlever. Maintenant, on est en train de voir exclusion. Parce que tous ceux qui ne sont pas RHDP sont exclus du travail. Tels sont les propos tenus par le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA sur une web TV le 10 octobre dernier. Des allégations que refute le ministère de la fonction publique. Je mets Gikawe au défi de nous apporter un seul grain de preuve de ces propos que je qualifie d'allégations. En tout état de cause, le ministère de la fonction publique dément catégoriquement les déclarations tendancieuses et sans fondement du secrétaire exécutif du PDCI RDA et les condamne fermement. Le ministre de la fonction publique tient à rassurer l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État que de tels propos ne sont que pure diffamation, étant entendu qu'il n'existe aucune prétendue politisation de l'accès et de l'exercice d'un emploi public dans l'administration ivoirienne. Toujours selon Oka Séraphin, l'administration publique est composée d'Ivoiriens de toute origine géographique, ethnique et de toute obédience politique. Cette absence de discrimination dans le recrutement est également mise tout au long de la gestion de la carrière des fonctionnaires. Dès lors, affirmer qu'il y aurait un recensement en cours de préparation au ministère de la fonction publique en vue d'en extraire les fonctionnaires non militants du RHDP, comme le soutient M. Gikawe, relève soit de la mauvaise foi caractérisée, soit d'une volonté manifeste de créer une psychose sur les fonctionnaires et de jeter le discrédit et l'anathème sur l'administration publique à des fins inavouées. Une mise au point qu'a tenu à faire le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique pour apporter des éclaircissements. Cette déclaration du ministère de la fonction publique est rapportée ici par Grace Kondo.
Parlons de santé à présent. Les épouses d'ambassadeurs ont fait don ce mardi de 10 millions de francs CFA à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Ce acte pour soutenir le centre hospitalier dans la prise en charge des patients démunis. Mahama Traoré. Nous sommes en Côte d'Ivoire pour porter aide et secours aux populations les plus démunies du pays dans lequel on se trouve. Pour matérialiser ce bénévolat, l'association des épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire fait don de 10 millions de francs CFA à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Le geste sera suivi d'un appui en matériel médical, dont des médicaments et des vaccins. Les épouses des diplomates étrangers en fonction en Côte d'Ivoire entendent ainsi soutenir la cause et la raison d'être de cet hôpital, construit par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. L'hôpital Mère-Enfant est également un établissement solidaire. Nous prenons en charge 25% de personnes qui n'ont pas les moyens de se soigner au sein de cet hôpital. Et aujourd'hui, vous, par cette action, mesdames, vous prolongez cette solidarité envers les plus démunis et ceux qui en ont le plus besoin. Un grand merci à vous, épouses d'ambassadeurs accréditants en Côte d'Ivoire, pour ces dons. Je tiens à préciser que depuis l'ouverture de l'hôpital Mère-Enfant, c'est le plus gros don que nous ayons jamais reçu à l'hôpital Mère-Enfant de la part de bénévoles. Merci à vous. Grâce à une solution informatique, l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville entend bientôt faciliter la disponibilité des dossiers médicaux de ces malades, ce afin de faciliter leur prise en charge dans les autres établissements sanitaires. Il est à présent question d'autonomisation de la femme. Ce mardi 15 octobre, le monde entier a été rythmé par la situation de la femme rurale. Et ici, en Côte d'Ivoire, pour la Journée internationale de la femme rurale, Miss Belmonde Dogo, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, s'est rendue dans le village de Mondoukou pour s'imprégner des réalités que vivent les femmes de cette localité. Sephora Zegui rend compte de cette visite. Le commerce du poisson fumé, une activité phare des femmes de Mondoukou. Depuis un mois, pas de poisson sur le four amélioré de ce groupement de femmes. En cause, la marée haute, la pêche n'est plus fructueuse. Difficile pour elles de subvenir aux besoins de leur famille. On a besoin de fonds des femmes. Même si la pêche n'est pas là, on peut aller prendre ailleurs pour venir. Mais on n'a pas de fonds, puisqu'on n'a rien à faire. Et puis, les femmes qui font les charbons, le domaine n'est pas connu. Madame le ministre est venue jusqu'à nous. Si elle pouvait nous aider à pouvoir trouver des clients pour pouvoir vendre et couler nos charbons, on sera vraiment content. Ce 15 octobre, journée dédiée à la femme rurale, le prétexte est tout trouvé pour la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes pour leur rendre visite. Objectif, s'imprégner de leur réalité. Pour la première fois, j'ai vu le charbon de coco. Je ne savais pas que ça existait. Donc, c'est le côté positif des visites terrain parce que nos mamans ont de l'imagination en elles, elles ont la créativité en elles parce qu'elles sont dans une zone où elles n'ont pas de bois. Elles se servent de la noix de coco séchée pour faire du charbon. Charbon qui peut servir à d'autres gens. Nous les accompagnerons dans ce qu'elles font. À la fin de sa visite, Belmonde Dogo promet la construction d'un foyer pour les femmes de Mondoukou dans les mois à venir. Un foyer pour apprendre l'alphabétisation, la couture, la coiffure, les métiers de l'agriculture et d'autres activités génératrices de revenus. En Côte d'Ivoire, la célébration de la journée de la femme rurale aura lieu le 14 novembre prochain à Zoukougbe, dans la région du Haut-Sassandra. Et ces femmes rurales constituent aussi un maillon fort pour l'agriculture. Pour développer davantage ce secteur, le gouvernement ivoirien ambitionne de constituer des agropoles. Ce sont des zones à forte potentialité agricole. Les travaux de la mise en place de l'agropole du Nord sont en cours. Un atelier sur le sujet a eu lieu à Korogo le week-end dernier pour valider les grands axes d'intervention du projet. Les sites d'aménagement hydro-agricole et pastoraux retenus par ce pôle. Pour ce pôle agro-industriel, le compte-rendu d'Ami Sissoko. Pour améliorer la productivité et permettre la transformation locale des produits agricoles, des agropoles sont créés grâce au Programme national d'investissement agricole de deuxième génération, PNIA 2, 9 au total sur l'ensemble du territoire national. Les agropoles sont des zones de développement agricole qui regroupent tous les services, notamment les services d'appui à la production, à la commercialisation et à la transformation. À Korogo, pour la mise en place de l'agropole du Nord, experts et acteurs du monde agricole planchent sur les sites d'aménagement hydro-agricole et pastoraux retenus et les axes d'intervention de ce projet. Nous sommes venus ici
pour lancer les grands axes d'intervention de l'Agropole Nord qui va nous permettre de terminer la formulation de ce projet d'Agropole Nord et qui va être présenté bien sûr à la BAD pour que le financement puisse être mis en place certainement à partir de 2020. 104 milliards de francs CFA sont nécessaires pour la mise en place de l'agropole du Nord constituée des régions de Poro, Tchologo, Bagoé et Ambol. Les filières mangue, karité, maïs, riz et produits maraîchers sont pour le moment priorisés. À l'ouverture des travaux, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Adjumani Kwasi Kobenan, a présenté les avantages de ce projet. Avec Agropole, le même espace peut être utilisé chaque fois, puisque les aménagements qu'on va faire sur ces espaces, avec les intrants qui vont être appliqués pour une production compétitive, tout cela va nous permettre d'avancer sans moyen de recourir à la destruction de grands espaces. Le projet Agropole du Nord, qui va débuter en 2020, s'étend sur 7 ans. Sa finalité, créer des richesses équitablement entre les acteurs de la chaîne des valeurs agricoles. Parlons à présent de culture. L'un des instruments de valorisation culturelle, ce sont bien entendu les langues nationales, mais quel est leur rôle et leur impact sur le développement? Un salon de réflexion se tient à ce propos à Abidjan, le Salon international des langues et cultures. Les premières réflexions de cette rencontre sont livrées dans ce reportage de Franck Quadio. L'hymne national chanté en langue agnée, une des langues parlées en Côte d'Ivoire, le 4e Salon international des langues et des cultures pour poser la question de la pérennité de nos langues comme instrument réel de développement. Que faisons-nous des langues à nous qui se meurent? Que faisons-nous? Vous savez, quand une langue meurt, c'est une culture qui meurt avec. La langue est celle qui transporte les cultures. Si nous voulons avoir une culture forte, alors les langues doivent être préservées. À ce rendez-vous panafricain, l'interrogation sur le développement durable est explorée. La préoccupation intéresse les Nations Unies. Il y a toujours une dimension culturelle au développement durable. Et si nous voulons assurer la durabilité du développement, il faut que ce développement puisse s'ancrer dans les racines culturelles d'un pays. Et quoi de plus culturel que la langue? Nos langues comme outil de développement durable, l'expérience a été une réussite ailleurs et elle a nécessité une adaptation du système éducatif. Le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, mais aussi celui de l'Éducation nationale, expérimente l'instrument depuis quelques années. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un programme qu'on appelle Projet École intégrée. Depuis 2001, dans un premier temps, nous avons pris en compte 10 langues. Et ces 10 langues sont implantées dans plusieurs régions. Des efforts à faire au niveau des initiatives institutionnelles à l'échelle du continent. C'est un des axes de réflexion à l'entame de ce salon international des langues et des cultures qui dure 3 jours. Il sera meublé de panels, de conférences et de manifestations culturelles. Voilà des danses qui amorcent bien le festival Anouanzé de Diékwadiokro dans le département de Mbato. Ce festival pour la promotion de la cohésion sociale, la solidarité et la fraternité, des valeurs qui favorisent le développement. Le compte-rendu de l'événement vous sera proposé par Herman Yamien dans nos prochaines éditions. Et nous passons à présent à l'actualité et à l'international. Le Royaume-Uni, à l'instar de plusieurs pays européens, a décidé de suspendre les exportations d'armes vers la Turquie. Une décision qui intervient à la suite de l'offensive lancée mercredi dernier, le 9 octobre, par Ankara, dans le nord de la Syrie. Pour les Européens, cette offensive remet en cause les efforts sécuritaires et de stabilisation de la coalition globale contre Daesh. Elle entraîne des conséquences humanitaires importantes et elle porte donc atteinte à la sécurité des Européens. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous retrouve demain pour un autre journal sur RTI 1. Portez-vous bien et bonne fin de soirée.